le Plaza Athénée et Alain Ducasse ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Donc, le chef Alain Ducasse, pour qui je travaille depuis 30 ans, a quitté le Plaza Athénée donc fin juin 2021 et il a été remplacé par un autre chef qui s'appelle Jean Imbert et dont nous travaillons sur le nouveau projet, sur la mise en route du nouveau projet pour une ouverture, une soft opening qui pourrait avoir lieu début à mi-décembre 2021 et une ouverture clientèle janvier 2022. Donc, en fin de compte, moi, ça fait 21 ans que je suis au Plaza Athénée. Je suis arrivé en août 2000 avec Alain Ducasse. Et donc, nous avons ouvert le restaurant gastronomique d'Alain Ducasse au Plaza Athénée le 25 septembre 2000 avec, pour 4 années, Jean-François Piège en cuisine. Pour 6 années suivantes, Christophe Moret. Pour 3 années suivantes, Christophe Saint-Agne. Là, le Plaza Athénée a fermé pour travaux d'agrandissement, de rénovation. On a délocalisé notre restaurant avec Alain Ducasse. Nous sommes allés au Meurice avec Alain Ducasse, autre palace parisien. Moi, j'ai accompagné les équipes pour l'ouverture. Et quand le Plaza Athénée a réouvert en septembre 2014, je suis reparti au Plaza Athénée avec Alain Ducasse. Et là, on a réouvert le restaurant avec un nouveau chef qui s'appelle Romain Méder et en pâtisserie Jessica Prel-Pateau. Et on a inventé, on a créé un nouvel axe culinaire qui s'appelle Naturalité. Une cuisine autour des poissons, des légumes et des céréales. Moins de sel, moins de sucre, moins de matière grasse, moins de protéines animales. On a retiré les nappes sur les tables, donc ça c'était en 2014. Et donc toutes ces 21 années avec Alain Ducasse, avec 3 étoiles de guide Michelin. Et voilà, ça s'est terminé avec le Covid, avec le non-renouvellement du contrat d'Alain Ducasse en juin 2021. Voilà. Donc ça c'est pour la partie Plaza Athénée. À savoir que moi, je suis parisien, je ne me revendique pas étant parisien, mais jusqu'à l'âge de 14 ans, je suis né à Suresnes, on a vécu à Paris. Mon père avait un restaurant à côté de l'Arc de Triomphe. Et à l'âge de 14 ans, ils ont décidé de partir en campagne, dans le Loiret, à côté d'Orléans, Montargis, Gien, pour prendre un hôtel-restaurant. Et donc, avec mon frère, à 14-15 ans, on s'est retrouvés en pleine campagne, sans moyen de locomotion. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables. Je peux vous dire, je l'ai pris assez mal. Mais mon père, il avait un restaurant, donc en plus, on était obligé de l'aider à faire la plonge, faire des cocktails, faire des gâteaux, etc., faire le service. Alors, on n'avait pas le choix. Donc, et comme moi, je m'ennuyais pas mal, l'après-midi, je faisais des gâteaux dans le restaurant de mon père. Et puis, des fois, il coupait une tranche, il mettait un peu de crème anglaise, un peu de chantilly, 3 fraises, et puis il vendait ça à ses clients. Donc, j'avais pris un peu confiance. Je m'étais dit, tiens, je vais devenir pâtissier. Et la grande maison du Loiret a répondu à mon père en disant qu'ils n'avaient pas de place en pâtisserie, mais qu'ils avaient de la place en service. Donc, l'Auberge des Templiers, qui est une institution locale. Et moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de repartir du Loiret et éventuellement repartir à Paris, gagner ma vie et être autonome. Et donc, j'ai accepté cette place en service. Donc, j'ai fait un apprentissage de 2 ans à l'Auberge des Templiers. Après, je suis parti en Angleterre, au-dessus de Londres, dans un vieux manoir. Après, je suis revenu en France, à Versailles, pour faire mon service militaire, puisqu'à l'époque, on était obligé de faire une année sous les drapeaux. Et après, j'ai continué mon parcours en allant dans le sud de la France. Alors, je remets mon CV parce qu'il est un peu, long. Donc, je suis allé à Mougins, à la ferme de Mougins. À l'époque, il y avait Patrick Henriot, qui était un super bonhomme, un super chef, qui est maintenant le chef à la Pyramide à Vienne, pour si vous suivez un petit peu. Après, je suis remonté à Paris au Grand Hôtel Intercontinental, Opéra. Après, je suis redescendu dans le sud de la France, à Juan-les-Pins, à l'hôtel Joanna à Juan-les-Pins, en 88. Alors, ce qui est rigolo, c'est que jusqu'à 87-88, le chef de cet endroit s'appelait Alain Ducasse. Et moi, j'arrive en 88, donc j'arrive après Alain Ducasse, donc je ne le connais pas, mais j'entends beaucoup parler de lui parce que c'est quelqu'un de très charismatique. Vous ne vous êtes pas croisés? On ne s'est pas croisés. Ah si, on s'est croisés justement. On s'est croisés l'un après l'autre. Enfin, ouais. Oui, on s'est croisés. Oui. Vous êtes loupés. Oui, on s'est loupés, voilà. C'était un rendez-vous loupé. Après la saison d'été de Juan-les-Pins, je pars à Méribel. On fait l'ouverture d'un hôtel qui s'appelle La Lodis. Et je redescends faire l'ouverture d'un autre restaurant qui s'appelle La Belle Otero. Et La Belle Otero se trouve au 7e étage du Carlton à Cannes. Une compagnie anglaise loue le 7e étage du Carlton à Cannes, a fait un casino de jeux et un restaurant gastronomique avec Francis Chauveau. Et donc, on fait l'ouverture de ce restaurant-là.
Et mon directeur de restaurant m'inscrit à un concours. Et j'arrive deuxième au niveau régional. Ça s'appelle premier chef de rang de France, premier maître d'hôtel de France. Mais là, c'est la demi-finale régionale. J'arrive deuxième. Et celui qui gagne, c'est Patrick Chauvin. C'est le maître d'hôtel du Louis XV à Monaco. Mais je suis quand même convoqué à la finale à Reims. Donc, je me retrouve à la finale à Reims. On a une trentaine de candidats. Et j'ai la chance de gagner le concours. Donc, je deviens premier chef de rang de France. Et arrive en deuxième position Patrick Chauvin du Louis XV à Monaco. Tout ça pour dire que quand je reviens au Carlton à Cannes, le directeur du Louis XV de Monaco m'appelle en me disant « Vous avez battu notre candidat, on vous veut dans notre équipe ». Et donc, 3-4 jours après, me voilà parti à Monaco. Et donc, j'ai 25 ans. Et 2-3 mois après, au Louis XV d'Alain Ducasse à Monaco, je deviens le numéro 2 du restaurant. J'ai toujours 25 ans. Et je reste 3 années et demie à peu près au Louis XV. Donc, ça faisait quand même assez longtemps que j'étais sur la Côte d'Azur. Pour moi, j'allais faire ma vie sur la Côte d'Azur, entre Mougins, Cannes, Juan-les-Pins, Monaco. J'étais bien. Et Alain Ducasse m'appelle dans son bureau. Il me dit « Voilà, c'est fini pour toi. Tu pars en Angleterre. » Et je lui dis « Moi, je n'ai pas envie d'aller en Angleterre. Je connais l'Angleterre. » Il me dit « Tu n'as pas le choix. » Et donc, me voilà parti à Londres. Et on fait l'ouverture d'un club privé qui s'appelait Monty's, comme Monte Cristo, les cigares. Et donc, on fait cette ouverture de club. Et quelques mois après, on apprend que Joël Robuchon prend sa retraite. Là, c'était en 96. Joël Robuchon avait un restaurant au 59 avenue Raymond Poincaré à Paris. Et en 96, il annonce sa retraite. Il fait un appel d'offres et seul Alain Ducasse accepte de prendre la succession de Joël Robuchon à Paris. Et donc, de ce fait, il officialise le fait d'avoir 2 restaurants potentiellement 3 étoiles et de ne plus être dans ses cuisines puisqu'il ne peut pas être à droite et à gauche en même temps. Donc voilà. Et il m'appelle, il me dit voilà, j'ai pris la succession de Joël Robuchon à Paris et tu redescends dans Londres et tu fais l'ouverture du restaurant. Et donc je descends à Paris, donc j'ai 30 ans et je reprends toute l'équipe de salle de Joël Robuchon, donc une vingtaine de personnes. Donc j'ai 30 ans et il y a 2-3 personnes qui ont plus de 50 ans, etc. Donc une équipe différente, une façon de faire différente. On a la chance d'obtenir tout de suite 3 étoiles Guide Michelin. Et on reste 4 années dans ce bâtiment avant de se déplacer au Plaza Athénée 4 années plus tard et ouvrir la séquence que je vous ai donc exprimée juste avant. Donc voilà pour mon parcours professionnel. Alors, quoi dire de plus? Il y a beaucoup de choses. C'est un beau parcours en tout cas. Oui, c'est pas mal. Et j'en suis qu'à la moitié. Donc voilà. Donc, je dirais un moment important aussi, c'est en 2012. Je recevais plus de curriculum vitae et donc je rentre dans le bureau d'Alain Ducasse et je dis chef, vous qui avez toute puissance, aidez-moi à trouver des collaborateurs parce que je ne sais pas pourquoi, mais on ne trouve plus de curriculum vitae. C'était en 2012, hein. La pénurie commençait déjà. Et il me regarde et il me dit et toi, qu'est-ce que tu fais pour ton métier? Et donc je sors de son bureau et je l'ai un peu mauvaise et je dis ouais, super les gars, machin, je lui demande de l'aide et il me renvoie la balle. Et en fin de compte, ça a été aussi un déclic cette phrase-là parce que depuis ce moment-là, j'ai commencé à mener des actions en dehors de mon restaurant. Et avec d'autres personnes, nous avons créé une association qui s'appelle Au service des talents de demain. Donc, je vous invite à aller sur le site internet et voir à quoi ça ressemble. C'est en fin de compte se dire qu'ensemble, créons du lien. Ensemble, on est plus fort. Et si je suis un grand chef, HTBS, Ducasse, Bocuse, je rentre dans un endroit, tout le monde va me reconnaître avec mon habit, mon col bleu, blanc, rouge, etc., ma médiatisation. Et c'est pareil pour les pâtissiers, c'est pareil pour les sommeliers. Par contre, si vous êtes un directeur de restaurant, vous allez rentrer dans une salle, dans un endroit, personne ne va vous reconnaître. Et donc, on a un problème d'image. Et donc, cette pénurie vient aussi de ce manque d'image porté à l'extérieur de nos restaurants. Donc, la création de cette association a pour but justement de mettre tous les acteurs en commun, tous les acteurs de service, hein, je m'entends bien, pas de cuisiniers, pas de pâtissiers, etc. Ils n'ont pas besoin de nous, mais tous les hommes de salle avec un grand H, hein, hommes-femmes, dans leur grande diversité, dans toutes les régions de France, on mutualise en fin de compte ce que l'on est, ce qu'on veut défendre. On va dans les écoles hôtelières rencontrer des enseignants, parce qu'il y a des enseignants qui sont très très bien dans les écoles hôtelières, mais comme on ne les connaît pas, on a des jugements sur eux. Et les enseignants, ils ont des jugements sur les professionnels puisqu'ils ne les connaissent pas. Donc, le fait d'avoir été à la rencontre des enseignants et d'avoir invité les enseignants à venir visiter nos établissements, tout ça, ça va dans l'intérêt du jeune apprenant, donc du jeune qui est dans l'école. Et on va faire des colloques auprès des jeunes
on répond à leurs questions et on essaye de leur montrer la route et de leur expliquer positivement ce qu'est notre métier, cette vocation d'accueil et de service que nous véhiculons. Et que c'est un métier noble, et on parle de tous les aspects positifs de ce métier, parce qu'il y en a beaucoup. Mais hélas, les professionnels souvent parlent mal de ce métier, des contraintes horaires, des décalages, etc. Donc on a un problème d'image par rapport à notre métier. Donc voilà, nous on mène des actions, donc ces actions associatives de transmission, ça plaît beaucoup aux médias, donc on a bien avancé. On arrive à être force de proposition, mais ça ne suffisait pas. Donc, on a créé une deuxième cellule qui s'appelle Service à la française. Et là, on a créé un concours qui s'appelle le Trophée du maître d'hôtel. Et on est très ambitieux parce qu'on veut à terme devenir le Bocuse d'or pour les métiers de service. Alors, je pense que vous savez ce que c'est le Bocuse d'or. C'est un concours international avec 34 pays. Ça existe depuis 30 ans. Il y a des budgets colossaux. Voilà. Nous, on arrive par la petite porte et on veut un jour être ce genre de concours pour les métiers de service. Et on a fait notre troisième session le 25 septembre au CIRA de Lyon. Et c'est un concours bienveillant, donc il y a des qualifications, il y a une demi-finale et il y a une finale. Et la finale, c'est 6 candidats dans leur très grande diversité. Et on anime des ateliers et on ne les met pas en compétition, on les met un peu dans une sorte de spectacle pour qu'ils montrent la grande diversité de nos actions qu'on peut mener dans les restaurants, que ce soit les flambages, les découpages, shaker un café, servir du vin, etc. Voilà. Et donc, cette deuxième cellule plaît aussi beaucoup aux médias. Donc, on commence à avoir pas mal de retombées avec ça. On est aussi dans le caritatif. On essaye aussi avec une association qui s'appelle Croque l'Espoir. C'est d'apporter de la gastronomie aux enfants qui sont dans les hôpitaux. Donc, par exemple, à Necker, on a fait différentes sessions où on a porté des plateaux repas par les chefs qui étaient réalisés dans la cour de l'hôpital et on montait dans les chambres servir avec des nœuds papillons comme ça. Nous, les maîtres d'hôtel, servir les enfants dans les chambres. Et on a aussi un grand dîner caritatif, etc. Donc, voilà, on est aussi là-dessus. Je me suis rapproché aussi d'une autre personne qui, lui, est plutôt sur les chiens d'aveugles. Donc, encore une fois, dans le caritatif, comment on fait quand un client malvoyant vient dans votre restaurant, comment on peut l'accueillir mieux, est-ce qu'il y a un petit lecteur qui explique la carte en phonétique, etc. Voilà, donc moi, je suis très sensible à ça. Et je suis très sensible à la grande diversité de tous ces métiers. Voilà, moi, j'ai envie d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes quand on a un grand appel d'air dans notre profession. Et là, je suis en train de faire une belle approche avec Corian. Corian, c'est les maisons hospitalité. C'est un peu la même chose. C'est les maisons hospitalisées, les EHPAD, ce qu'on appelle. Et en fin de compte, ils ont eu la lumière sur eux lors de l'épisode Covid. On s'est aperçu qu'il y avait des maîtres d'hôtel, il y avait des chefs de rang dans les EHPAD qui servaient non pas des clients, mais des patients. Et que la nourriture était presque un médicament. Et l'acte de servir était aussi presque un médicament pour ces personnes âgées. Donc, tous ces mots que j'ai entendus, ça m'a parlé. Et donc, je suis en train de me rapprocher de cet univers-là pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment nous, on peut apporter de la fraîcheur, de la considération, etc., etc. Donc, voilà, je suis un peu là-dessus. J'ai écrit un livre aussi qui s'appelle « Pour vous servir ». Donc, peut-être que, je ne sais pas, vous verrez sur Internet. Voilà, pour vous servir, donc qui raconte mon parcours de vie et mon parcours de vie personnel et professionnel, parce que ça ne va pas l'un sans l'autre. On n'est pas des machines, on est une seule et même personne. Et j'ai écrit alors j'ai la chance que ce premier livre, il a été traduit en chinois, donc déjà pour moi écrire un livre, c'est un truc de dingue. Bon, j'y pensais même pas. Traduit en chinois et il y a d'autres pays qui sont intéressés, donc parce que à savoir que le service en France, l'accueil, l'hospitalité, le savoir-vivre, ce sont quand même des valeurs assez françaises et qui voyagent très bien à l'étranger. Vous verrez quand vous voyagerez, si vous ne l'avez pas déjà fait, que vous vous rencontrerez toujours dans les grands hôtels, restaurants, toujours le chef il est français et le maître d'hôtel il est français. Donc on voyage très bien. Donc mon livre commence à voyager, donc c'est plutôt sympa et inattendu surtout. Et pendant le Covid, j'en ai écrit un deuxième parce que j'ai écrit un deuxième livre qui est complémentaire au premier et qui est aussi préparé pour les Jeux Olympiques qui arrivent en France.
et je l'appellerai, il risque de s'appeler l'hospitalité et le mentorat. Donc, en fin de compte, l'hospitalité, qui est un mot très large et très français, je trouve, et le mentorat, parce que c'est ce que je fais, je parle beaucoup aux jeunes et je suis un guide pour beaucoup de jeunes. Et donc, ce livre-là serait un livre un peu plus froid, mais avec toutes les clés de la réussite, tous les mots passe-partout, toutes les bonnes attitudes, pas du tout philosophiques, mais très directes. Je ne sers ni à droite ni à gauche, mais seulement uniquement du bon côté. C'est-à-dire que j'apprends à l'école hôtelière à servir à droite, mais à l'instant T, c'est le client qui m'indique comment le servir. Ce n'est pas moi qui dis au client, pousse-toi, je dois mettre l'assiette ici, arrête de parler, je dois te parler. Non, c'est l'acte de service qui est adapté à la situation, à l'instant T, au libre arbitre, etc. etc. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans ce livre. C'est tout ce qu'on fait peut-être ou pas, mais ou qu'on n'ose pas faire et qu'on préfère réciter ce qu'on a appris parce que le chef nous a dit, tu dois dire langoustine caviar, cuit le temps qu'il faut avec la crème acidulée, voilà. Mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer parce que le client l'a commandé, il le sait déjà, il sait ce qu'il a commandé. Ou alors il y a quelqu'un qui veut rêver, il faut lui en dire 2 fois plus, etc. etc. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Et mes travaux avec les écoles hôtelières, donc quand je vais dans une école hôtelière, bien sûr, j'ai toujours un enseignant référent. Et puis, je challenge à distance et on fait des actions très, très différentes d'une école à une autre. On fait des concours avec Poligny, on fait des travaux de réflexion, on fait des conférences avec Médéric, on fait des soutenances de management avec Ferrandi, etc., etc. On fait la semaine du goût avec Guillaume Tirel, des partages d'expériences avec l'Institut Paul Bocuse ou Ferrières, etc. Donc voilà, on va au contact des jeunes pour leur dire qu'on fait un très beau métier, on peut gagner notre vie et voilà, etc., etc. Donc là, j'ai beaucoup parlé. Alors, je ne sais pas si vous voulez déjà me couper un peu. Bon. Peut-être qu'on peut revenir sur le début de ton expérience. Ils avaient des petites questions tout à l'heure. Vous aviez des questions sur un peu le parcours un peu plus scolaire avant qu'ils commencent vraiment à travailler. Est-ce qu'il y en a un qui veut se relancer dans ces questions-là que vous aviez posées tout à l'heure? C'est les jeunes qui parlent ou c'est moi? Non, c'est les jeunes. Ils vont y aller. Ouais, Colline, vas-y. Si tu... Comment vous êtes rentré au Plaza? En fin de compte, j'ai suivi Alain Ducasse. Je ne suis pas quelqu'un de suiveur, mais à partir du moment où on vous expose un projet et le projet est à la hauteur de votre ambition, parce que je pense être quelqu'un d'ambitieux, et je n'ai pas suivi Alain Ducasse tout ce temps en m'ennuyant, puisque comme je vous l'ai dit, avec Alain Ducasse, j'étais à Monaco, à Londres, à Paris et au Plaza Athénée. Ce qui est rigolo, c'est que ça fait 20 ans, mais à chaque fois, on a changé de chef tous les 4-5 ans. Et qui dit changer de chef, c'est changer de décor, de style culinaire, de chef pâtissier. Je n'ai pas cité Christophe Michalak tout à l'heure, etc. C'est Grolet. Voilà, donc ça change devant moi. Et là, encore une fois, j'ai Angelo Musset qui va prendre plus d'importance cette fois-ci en termes de pâtisserie. On a Elisabeth Hoth qui est une nouvelle pâtissière. Et on a Jean Imbert qui est là aussi. Jocelyn Erland qui est aussi un grand chef qui est venu renforcer les équipes. Donc voilà, on va partir sur une nouvelle partition, un nouveau décor, des nouveaux arts de la table, des nouveaux costumes, etc. Donc voilà, c'est un endroit qui est assez magique parce qu'en fin de compte, comme c'est une grosse maison, une belle maison, elle est accompagnante. Il y a tout un ensemble de services comme les ressources humaines, le comité, le CSE social, etc., qui vous accompagnent et qui donc c'est plutôt sympa de travailler dans ce genre de maison que de travailler dans des petites structures en province où il n'y a pas beaucoup de moyens et vous êtes amené un peu à tout faire, alors que là c'est très bien organisé, etc. Donc voilà, si j'ai répondu à la question du Plaza Athénée, c'est parce que j'ai suivi Alain Ducasse et que le projet m'intéressait au Plaza Athénée. Voilà. Et je ne l'ai pas quitté parce que le Plaza Athénée a souhaité me garder malgré qu'Alain Ducasse soit parti. Et je suis maintenant impliqué dans la création du nouveau décor des arts de la table, donc ce que je n'avais jamais fait jusqu'à là, malgré mon parcours. Et c'est que j'arrive à être écouté par l'architecte, le décorateur, en leur disant là c'est très bien, mais c'est pas au bon endroit. Là c'est super, mais c'est pas la bonne taille. Là vos roues elles vont pas tenir parce qu'avec la moquette épaisse et le pas qu'on va mettre sur les chariots, ça va pas tenir, etc., etc. Donc entre eux ce qu'ils imaginent et la réalité terrain, je dis vous savez quand vous ouvrez cette porte, il y a un courant d'air. Quand vous ouvrez cette porte, il y a un appel de lumière.
Donc, moi, je sais tout ça. Et écoutez-moi parce qu'on va gagner du temps, on ne va pas tomber dans les trous, voilà, etc. C'est les Donc, pièges. devenez l'architecte un peu de la salle. Alors, c'est Genre, pas facile connaissez bien les secrets. parce que ces gens-là, ce sont des artistes. Ils ont une vision, ils veulent faire du beau. Mais quand la table est trop large et que vous ne pouvez pas vous parler, ou vous ne pouvez pas vous tenir à la main entre si vous êtes assis face à face, etc. Moi, je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, voilà. Il y a Kylian qui a une question du coup. Vas-y Kylian, si tu veux. Oublie pas ton micro. Ouais. Oui. Du coup, en scolaire, vous avez fait quoi? Un bac pro, un BTS? Moi, j'ai fait des conneries. un- Non. Je suis parti, quand je suis parti de Paris, j'ai fini ma 4e et ma 3e dans le Loiret. Et après, j'ai voulu faire un CAP. Donc, j'ai construit ma carrière sur un CAP. Un CAP pâtisserie du coup. Non, un CAP en Non. salle, en service, Ok. oui. Ok, ouais. Et alors, deux choses, c'est qu'en général, les gens qui sont attirés par les métiers de service, ils sont attirés par la bouffe, par la nourriture. Donc, souvent, les gens qui sont en salle, ils voulaient être pâtissiers, ils voulaient être cuisiniers, parce que c'est la nourriture qui leur parle dans un premier temps. Et ils s'aperçoivent après qu'il y a plusieurs métiers dans cet univers de nourriture, peut être barman, serveur, à l'accueil, etc. Et il y a aussi le fait d'aimer les autres aussi. Aimer les autres, aimer partager. Aimer faire à manger à ses parents, à son copain, à sa copine, aimer faire des gâteaux à la maison, tout ça, ça nous emmène aussi vers ce métier de la restauration. Et on y découvre qu'il y a un métier qui s'appelle le service et qui est un vrai métier, qui est codifié, etc. Et donc, pour finir sur la question, à l'âge de 40 ans, je commençais à donner des formations à des adultes qui étaient en fin de compte des enseignants. Donc, ce n'était pas des formations, mais c'était des parcours, des partages d'expériences. Donc, je me suis retrouvé à 40 ans devant des gens qui avaient mon âge et qui étaient aussi des experts. Et un des enseignants est venu me voir après, il me dit, mais tu as quoi comme diplôme? Je dis, moi, j'ai qu'un CAP. Il me dit, non, c'est pas bon ça, parce qu'un jour, peut-être que tu deviendras enseignant ou formateur. Donc, il faut que tu passes un BTS. Et donc, il m'a donné le moyen de passer le BTS. J'ai fait ce qu'on appelle les VAE, les validations des acquis de l'expérience. Et donc, tu vas à une session, on t'explique ce que c'est. Tu vas à une deuxième session où tu dis, moi, je vise ce diplôme-là. On te dit, oui, c'est possible avec votre niveau, etc. Et après, tu remplis un grand dossier. On te dit, oui, c'est accepté. Et puis après, tu as rempli un très, très grand dossier. Et tu vas après le débattre devant un jury. Moi, ils étaient 6. Et bon, je leur dis, vous savez, d'habitude, j'ai l'habitude d'être assis à votre place. Donc là, je me retrouve face à vous. Mais bon, voilà, posez-moi vos questions, je vais répondre. Et bon, à la finalité, j'ai eu mon BTS à 40 ans. Et donc, voilà, si ça répond à ta question. Ouais, merci. Alors, on a une question dans le chat parce que le micro de Sacha ne fonctionne pas. Et après, on passe à toi, Noé Rose. Il y a Sacha qui voulait savoir si vous avez déjà eu peur de ne pas réussir. Non, moi je suis assez sportif, j'ai fait pas mal de football, etc. Et au contraire, je suis un peu je vais faire un parallèle avec le football, hein, désolé mesdemoiselles. Vous savez, l'attaquant qui part au but avec le ballon, il est tout seul, et face à lui, il y a le gardien qui sort. Et moi, je suis le dernier des défenseurs qui suis à 2 mètres au départ, mais qui arrive à rattraper l'attaquant. Et puis après, il arrive ce qu'il arrive, il peut y avoir un gros choc, etc. Mais voilà, je suis plutôt, moi, cette personne-là. Moi, je lâche rien, donc je suis déterminé, je lâche rien. Si on passe pas par la cheminée, on va passer par la porte. Si on passe pas par la porte, on va passer par la cour. Voilà, donc j'ai pas de doute. Parce qu'en fin de compte, j'ai une vision qui est très très large et souvent on est toujours en train de douter sur des choses comme ça et qui sont des petites choses, des choses du quotidien et il faut élever le débat à chaque fois, il faut élever le débat. Voilà. Donc j'ai pas de doute et Jean Humbert avec qui je suis actuellement, je lui dis tu sais, j'ai aucun doute sur ta cuisine. Donc n'aie aucun doute sur ta cuisine. Alors tu es attendu parce que tu n'es pas du casse, tu n'es pas machin, tu n'es pas truc, mais on a les mêmes moyens, on a la même salle. Moi je suis là. Donc, écoute, faire un poulet rôti, que je vais découper en salle et je vais râper de la truffe avec une très belle sauce. Voilà, et les clients, ils vont nous voir, ils vont revenir dans leur univers, ils vont être contents de nous voilà. J'ai pas d'inquiétude, j'ai pas de doute. Voilà. Même quand vous étiez dans le Loiret aussi, du coup, c'était pas une petite panique. Non, mais c'était, en fin de compte, j'étais en adolescence, mais pas du tout comme un adolescent aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais aucune liberté, j'avais pas de téléphone portable, j'avais pas Internet.
je m'ennuyais comme un rat mort, comme on dit. Et je m'ennuyais. Et puis, la vie était rythmée par la vie des parents qui rentraient à 4h30 de l'après-midi pour déjeuner. Ils nous parlaient que des clients, etc., etc. Donc, c'était une vie. À l'époque, les parents ne demandaient pas aux enfants ce qu'ils en pensaient. Et donc, moi, c'est parce que moi, j'ai 3 enfants. Je n'aurais jamais demandé de faire de la restauration et je n'aurais jamais imposé mes conversations. Après, ils ont vécu avec mon rythme de rentrer l'après-midi, de ma sieste et de repartir le soir et de ne pas m'avoir à dîner, etc. Donc oui, ils ont vécu moins directement, mais quand même un peu. Et voilà, donc non, j'ai pas de doute, puisqu'en fin de compte, dès que j'ai eu des doutes, j'ai pris des décisions qui m'ont fait aller de l'avant. Et à partir du moment où je me sentais plus bien dans un endroit, dans un restaurant avec quelqu'un, je quittais l'endroit. Et là, qu'Alain Ducasse soit parti, c'est très bien. Ça me permet de me remettre en question, de voir les choses différemment et de découvrir d'autres choses. Voilà, c'est comme ça. Noéros, du coup, vas-y, si tu veux enlever ton micro pour ta question. Oui, du coup, vous avez dit que vous aviez travaillé à Londres, mais est-ce que vous avez travaillé à un autre endroit dans le monde que Londres, à l'international? Alors, moi, j'ai pas mal voyagé en vacances. Je suis allé un peu partout. J'ai travaillé 2 fois en Angleterre. On a fait des semaines gastronomiques à Dubaï, à Abu Dhabi, à Tokyo. J'ai travaillé un petit peu à Orlando. J'avais une fiancée son père était restaurateur, donc je travaillais avec eux. Voilà. Après, moi, je suis allé au Mexique, je suis allé en Jamaïque, je suis allé dans plein d'endroits, etc., etc. Donc c'est important de voyager parce que entre ce qu'on vous dit des Américains et quand vous allez aux États-Unis, quand vous êtes à Los Angeles, Los Angeles, c'est pas Miami. Et Miami, c'est pas Dallas. Et, donc, il y a les Amériques sur les côtes est et ouest. Et puis après, il y a l'Amérique profonde qui est à New Orleans, etc. Et là, vous voyez que ce ne sont pas les mêmes populations. Vous voyez aussi leur habitude alimentaire, comment ils ont l'habitude de manger, etc. Quand vous allez à Tokyo, quand vous allez au Japon, à Osaka, à Kyoto, vous comprenez la culture japonaise. Et vous comprenez le rapport de service entre un client noble et un serveur un peu servant qui se baisse 15 fois pour saluer son client. Et quand vous connaissez la culture japonaise, vous ne la comparez pas du tout avec la culture chinoise. Et quand vous avez un client chinois dans votre restaurant, un client japonais à côté, vous savez les reconnaître tout de suite. Culturellement, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc voilà, on dit les voyages forment la jeunesse, tout à fait. Et ça vous permet d'avoir votre libre arbitre, de découvrir les modes alimentaires. Que le bœuf japonais de Kobe, c'est du beurre, il y a plus de gras que de viande. Et que le bœuf américain, élevé aux hormones, peu importe quel morceau de bœuf vous prenez, c'est du beurre aussi. Et le bœuf français, il y a de la mâche, c'est ferme. Donc quand un Américain vous demande une côte de bœuf ou un Japonais, faites très attention parce qu'il faut bien expliquer qu'ils n'auront pas le même ressenti. Et encore, je ne parle même pas des cuissons. Le Français qui mange bleu, rare, saignant, écoute, les Anglo-Saxons, ce n'est pas du tout leur truc. Donc voilà, une fois qu'on a découvert ça dans leur pays, on comprend. On comprend comment ça fonctionne. Voilà. Et donc la culture générale est importante. La culture générale dans le sens international est importante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez ça difficile pour des jeunes un peu de leur âge comme ça de trouver des stages ou de faire une alternance ou même de partir à essayer de trouver du travail un peu à l'étranger là-bas, ou vous pensez que c'est quelque chose qui est faisable pour eux, que vous leur conseillez du coup, de ce que j'ai compris? Je leur conseille de partir, oui, et sincèrement, moi, les jeunes qui sont avec moi et qui partent, mais ils ne partent pas en Angleterre, ils partent en Australie, ils partent au Canada. Moi, j'ai mon fils qui a 24 ans, il a déjà passé 2 ans au Canada. Pour vous, les jeunes, là, c'est même pas une question. Vous savez très bien, si vous voulez aller à Hong Kong ou à Pékin ou à Tokyo, vous savez très bien quoi faire. Vous n'avez pas de limite. Donc c'est une question qui ne se pose pas quelque part. Ils sont très à l'aise. Et pour eux, le Mexique ou le Japon, c'est aussi près que nous, Londres à l'époque. Donc c'est pas une question pour eux. Ils ont pas de. Et puis c'est un métier qui voyage bien. Si vous êtes dans la restauration. Si vous êtes un Frenchie en Australie, à Sydney, vous allez voir, vous allez prendre votre CV sous le bras, vous allez faire une rue et vous allez à tous les restaurants, déposer votre CV. Je vous promets que 2 jours après, on vous rappelle et vous êtes embauché. Donc, voilà. Super. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres petites questions par rapport à ce qu'on s'était dit tout à l'heure?
Moi, ouais, j'ai deux questions qui me viennent comme ça. Déjà, revenir sur le tout début, quand vous êtes revenu sur Paris et que vous avez fait votre CAP et tout. Comment après vous avez pu aller dans le sud, revenir à Paris? Est-ce que vous avez eu beaucoup de contacts, comment vous vous êtes fait connaître un peu? Justement, c'est un des avantages de ce métier, et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et ce qui serait bien, c'est d'écrire un troisième livre avec juste tous les avantages du métier, parce que c'est en fin de compte, on travaille en équipe, on travaille avec des gens, des gens de tout âge, et c'est un métier qui voyage beaucoup. Dans le sens, moi j'arrive, je suis commis dans un restaurant comme le mien. Au-dessus, il y a une hiérarchie, il y a un chef de rang, il y a un maître d'hôtel, il y a un directeur. Et assez souvent, les gens ne restent pas dans les restaurants plus de 2 ans, 3 ans, et ils sont amenés à bouger pour plein de raisons, pour continuer à grandir, pour aller voir autre chose, etc. Et le chef de rang qui est chez moi, il part de Paris en tant que chef de rang, et il arrive à Cannes, à Monaco, à Nice, en tant que maître d'hôtel, parce qu'il part pour une promotion, en général, c'est ça. Et il a besoin de reconstituer son équipe, ou alors d'impacter l'équipe locale avec des gens qu'il connaît. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ce gars-là, ce maître d'hôtel niçois, va appeler des gens qu'il a connus avant, et il va te proposer de te prendre, non pas en tant que commis parisien, mais en tant que chef de rang à Nice. Et ça monte comme ça, en fin de compte. C'est tout le monde se connaît, tout le monde se croise et se recroise, même ceux qui partent à l'étranger quand ils reviennent, etc. Et donc, c'est un petit milieu, c'est une petite famille. Et donc, ça monte comme ça. Il y a des fois, tu es en train de travailler dans un lieu et tout va bien, et tu as quelqu'un qui t'appelle et qui te dit « Je suis à Dubaï et je te veux dans mon équipe. Dis-moi combien tu veux et je te donne. » Et vous faites quoi avec ça? Souvent, vous suivez et vous vous retrouvez à Dubaï alors que ce n'était pas prévu. Et ça arrive constamment. Donc, c'est pour répondre à ta question. Alors, il y a ce process-là. Et puis après, si tu travailles pour moi, par exemple, et que tu me dis je veux vraiment aller travailler à Milan, comme j'ai un réseau, je vais les contacter, les restaurants de Milan, pour peu que je connaisse le directeur, et je vais lui envoyer un message en disant voilà, j'ai quelqu'un qui veut travailler à Milan, qui veut travailler chez toi, je te mets en relation, etc. C'est beaucoup de réseaux aussi, parce que des restaurants, il y en a partout. Donc on se connaît, donc voilà. Donc ça fait aussi partie intégrante un peu de votre travail d'entretenir votre réseau comme ça tout le temps. Oui. Oui. C'est important. Et puis de savoir qui fait des choses incroyables, qui mène des actions, qui a gagné un concours, qui a changé de restaurant. Et donc ça, moi, avec mes réseaux sociaux, avec mon association, on le met en valeur. Là, il y a eu le concours des meilleurs apprentis de France. Il y avait plein de gens qui étaient là, plein d'acteurs. On a fait des petits articles sur eux. Donc, ça permet de mettre des noms sur des visages. Et après, quand les gens se connectent entre eux. Et voilà. Donc, et souvent, on dit c'est grâce à toi, c'est grâce au service qu'on a pris contact, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on fait. Tu avais une autre question, Benjamin, du coup? Ouais, j'avais une autre petite question qui fait un peu peur, mais est-ce que, au niveau de la langue, est-ce que vous avez déjà eu des bases ou alors vous avez tout appris sur le terrain, par exemple, quand vous êtes parti sur Londres ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous savez déjà parler anglais ou est-ce que vous avez appris là-bas? Tu sais, quand tu sors de l'école et que tu penses parler anglais, quand tu montes dans le taxi à Londres, ou alors la première fois, moi j'étais en province au-dessus de Londres, quand tu dis 15 fois la ville où tu veux aller, Maidenhead, Windsor, Maidenhead. Quand tu dis 15 fois la phrase, tu te dis bon, oh là là, il va y avoir du boulot. Et là, c'est rigolo parce qu'on a un hôtel à nous, on fait partie d'une société. Et il y a un hôtel qui est au-dessus de Heathrow, au-dessus de Londres, qui s'appelle Coworth Park. Alors moi, je dis Coworth Park. Et on a une Anglaise à l'hôtel, et je lui dis est-ce que Coworth Park marche toujours bien? Elle dit Coworth Park, parce que c'est vrai que le mot commence par C-O-W, comme la cow. Alors quand tu appelles une vache une cow, tu sais. Mais là, moi je disais Coworth Park, elle me dit non, on comprend rien ce que je dis, c'est Coworth Park. Il faut dire la Coworth Park. Donc bon, voilà, on peut être repris à 55 ans. Mais bon, c'est comme ça. Donc l'anglais, oui, c'est important. Et c'est ce que je dis dans les écoles hôtelières. C'est la première matière. Avant toute autre matière,
l'anglais, parce que voilà, vous êtes sur les réseaux sociaux, la plupart des choses c'est en anglais. Vous êtes amené à voyager parce que maintenant les jeunes voyagent. Le monde entier voyage aussi, donc vous serez amené à avoir beaucoup d'étrangers en face de vous. Et le problème, c'est que si on n'a pas à minima les bases à vos âges, ou c'est les âges où on apprend facilement et on comprend pourquoi on apprend, bah, quand tu as 40 ans, 50 ans, qu'on te dit bah, il faut que tu apprennes l'anglais, bah, c'est presque impossible, c'est très compliqué. Donc il faut quand même dire à son cerveau, hé, là-haut, enregistre l'anglais, c'est important parce que je ne veux pas être chef de service à 40 ans, 45 ans et ne pas aligner 3 mots en anglais, c'est pas possible. Je n'aurai pas la place, c'est évident. Alors après, il faut désacraliser le truc hier. Enfin, il faut désacraliser. Hier, moi, j'ai passé 1 heure avec 4 clients américains et des vignerons américains. Et ça fait assez longtemps que je n'ai pas parlé anglais parce que moi, avec le Covid, etc., je n'ai pas repris l'activité. Et ben, faut pas avoir peur. Hein, voilà. Et vous parlez avec votre accent français. Parce que ce qui est important, c'est qu'ils vous comprennent. Mettez-vous à la place de l'Américain qui arrive face à vous, qui vous parle français. Si vous comprenez ce qu'il dit, peu importe comment il le dit, mais si vous comprenez, ben c'est génial. Enfin, c'est ça la relation. Donc voilà, l'exigence, elle est là, c'est à minima de comprendre ce que dit la personne en face de vous et d'avoir suffisamment de vocabulaire, que ce soit un peu étoffé et intelligent intellectuellement. Mais on n'est pas des littéraires dans notre profession de restauration, on n'est pas des littéraires. Donc il faut chasser ce doute, parce que ça, c'est une vraie question par rapport au mot doute de tout à l'heure, parce que nous, Français, on est vraiment angoissés par rapport à ça. Et surtout, en réunion de chef des services, on doit parler anglais devant des Français. Alors ça, vous savez, le jugement de l'autre, voilà, c'est complexe. Mais il faut se jeter à l'eau et puis il faut y aller, et puis il faut dire ce qu'on a à dire. Et si on n'arrive pas à le dire, ben, on demande de l'aide. Mais l'important, c'est de se faire comprendre. Faut oser. Oui, à minima l'anglais, oui, à minima. Puis les gens adorent de toute façon l'accent français quand on parle des langues étrangères, donc faut pas hésiter. Oui, sauf si vous parlez français en anglais, alors là, ouais. Chez nous les Français, on est bon pour critiquer les autres. Noéreuse, vas-y si tu as une question. Du coup, pour vous, c'est quoi les points positifs et les points plus négatifs dans notre métier? Bah, le point positif, c'est que, par exemple, tu es chez tes parents, tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu as 22 ans, tu rentres dans un établissement, donc déjà, tu passes un uniforme pour la plupart du temps. Et à la seconde où tu passes ton uniforme, tu fais partie de l'histoire de cet établissement. Donc, de par l'uniforme, tu représentes quelqu'un qui va apporter quelque chose à l'entreprise. Mais alors, imaginons que tu rentres à la Tour d'Argent, par exemple, tu connais, hein, c'est une grande institution parisienne. Tu ne sais pas travailler, tu es apprenti, tu as fait un peu d'école hôtelière, tu rentres, tu mets l'uniforme de la Tour d'Argent, mais d'un seul coup, dans la seconde visite, tu fais partie de cette histoire du restaurant le plus connu au monde. Donc ça, c'est pas anodin non plus, tu vois, c'est incroyable. Après, tu vas rencontrer beaucoup de jeunesse normalement, beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'entraide, parce qu'on va travailler ensemble, on va te montrer des choses. On a aussi c'est un travail manuel aussi, donc on va utiliser nos mains. C'est intéressant d'utiliser ses mains, parce que si tu utilises tes mains, tu utilises ta tête, ça va ensemble. Et donc, tu vas scénariser, tu vas scénographier ta main, ton attitude, ta posture. Tu vas apprendre à te tenir droit, à avoir le grooming, à être maquillé, à te coiffer, à faire attention à ton col de chemise qui soit propre, à ta cravate droite. Donc tout ça, c'est hyper formateur, hein, ce qu'on appelle le savoir-être. Tu vas apprendre aussi le vocabulaire. On ne dit pas des cacahuètes, on dit peut-être des cacahuètes. Voilà, il faut articuler, ou alors des fruits secs, c'est peut-être plus sexy. Voilà, et il faut choisir ses bons mots. Voilà, tu vas découvrir autre chose, tu vas découvrir un groupe de travail, et puis après, souvent on sort ensemble, on boit des coups, on mange des morceaux ensemble, voilà, on fait des activités sportives ensemble, ouais, c'est presque une deuxième famille. Donc les horaires décalés, c'est pas super décalé, c'est décalé, oui, mais on reste pas à rien faire quand c'est décalé, on est avec d'autres personnes qui font partie de notre vie aussi. Souvent les couples se forment aussi sur le lieu du travail. Il y a beaucoup de couples qui se forment, des familles se créent entre le numéro 2, entre un service et un autre service, parce qu'on passe du temps au travail, donc on passe du temps ensemble.
Donc voilà, c'est... Oui, puis on accède à des super endroits, des beaux endroits. Travailler dans un palace, moi, je ne pensais jamais travailler dans un palace. Travailler avec un grand chef, j'aurais jamais pensé travailler avec un grand chef. Manger du caviar, manger des gros gâteaux, manger des gâteaux de Pierre Hermé, voilà, et boire du Dom Pérignon, du Château Yquem. Jamais j'aurais cru accéder à ça. Avoir Thomas Pesquet en face de moi pendant 3 heures, parler avec Thomas Pesquet, lui faire des blagues. Avoir un client qui te donne 1000 € de pourboire, tu fais quoi avec ça, etc. Tu vois, c'est etc., etc., etc. C'est un métier qui te permet aussi de voyager. Aujourd'hui, je suis là, demain, je serai peut-être à Hong Kong ou à Dubaï avec la même fonction parce que c'est un métier qui voyage bien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et aussi, on est fiers, on appartient à une entreprise, on a un uniforme, on est fiers, nos parents sont fiers. Ah, t'es serveur? Non, non, mais papa, viens voir ce que je fais, viens voir où je suis. Et votre papa, il s'assoit à la table, il vous voit travailler avec cet uniforme, dans cette maison et dans cet esprit, dans cette ambiance. Et peu importe le standing, hein, c'est pas ça, mais voilà, et tout ça, ça parle. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, parce que je parle un peu dans tous les sens, mais ça va? Si, c'était très bien. Et peut-être du coup, elle demandait les points un peu plus négatifs si vous en avez, mais je pense que c'est quelqu'un de très positif aussi. Bah, ou les petites choses un peu difficiles. Ouais, je suis la mauvaise personne parce qu'à partir du moment où je suis sur mon lieu de travail, c'est parce que j'ai des choses à y faire. Je trouve que garder des gens alors qu'il n'y a rien à faire pour les bloquer, pour les garder, des trucs, les machins, je trouve ça injuste. Et donc, moi, je pense avoir passé le temps que je passe à l'entreprise, c'est un temps positif. Et si j'ai rien à faire, je ne reste pas et je justifie. Je vous explique, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre l'air, de redevenir objectif. Voilà, donc les points négatifs, j'essaie de ne pas en avoir. Enfin, je ne manquerai pas du moins. Et j'essaie de par mon exemplarité d'emmener toute mon équipe dans cette énergie et de travailler justement au sur-mesure. Parce que moi, c'est important pour moi. J'essaie de traiter chaque client comme un collaborateur. Enfin, pardon, l'inverse. J'essaie de traiter chacun de mes collaborateurs comme un client. Je ne traite pas l'ensemble de mes collaborateurs de la même façon. On n'est pas tous pareils. On n'a pas tous envie d'entendre la même chose. Si je demande à ce qu'on commence à 9 h le matin, et si quelqu'un est toujours en retard, il arrive à 9 h 05, je vais le voir, je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit bah, mon train part plus tard, donc je ne pourrai jamais. Alors je dis voilà, ok, tous les jours maintenant tu commences à 10 h. Et comme ça, à 10 h, tu seras toujours à l'heure. Oui. Et donc c'est à moi de faire travailler les uns avec les autres et leur faire comprendre que vous êtes trop gentil avec un tel, mais avec toi, est-ce que je suis trop gentil? Non, bah, voilà. Avec un tel, ce n'est pas ton problème. Donc je fais du one-to-one. Je fais ce qu'il y a à faire avec chacun des collaborateurs pour que quand il est face au client, il soit à 200% comme il devrait être, sans contrainte. Dans plein de restaurants à Paris, on ne réfléchit pas à comment les jeunes rentrent chez eux en métro. Dans les métros, c'est minuit 30. On les bloque jusqu'à minuit 20 parce que ça serait ça. Parce que si je te fais partir avant les... Mais non, c'est bidon parce que le jeune part en courant, il rentre chez lui, il est fatigué. Alors que si tu considères qu'à 11 h 30, il peut partir, ça lui laisse du temps. Et c'est du temps gagnant. Donc voilà, il faut que le manager aussi aille dans ce sens-là. Il faut qu'il ait de la considération pour chacun de ses collaborateurs et chaque membre. Selon la hiérarchie, ce n'est pas le numéro 2 qui est le plus important que l'apprenti, non, c'est tout le monde. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc les points négatifs, c'est les points que les gens se créent et qui se formentent entre eux peut-être. Et moi je dis tout le temps, si vous avez quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas ressenti, venez à mon bureau. Je leur dis, allez voir les maîtres d'hôtel. Et si les maîtres d'hôtel ne répondent pas dans le sens où vous voudriez, venez me voir. Et n'ayez pas peur de moi. Abordez des sujets, etc. etc. Est-ce que... Pardon, non, vas-y. Excuse-moi, j'ai levé la main pour être le porte-parole de Sacha, un peu, qui n'a pas de micro, donc la pauvre, elle essaye d'intervenir. Elle a deux questions ou deux interrogations. La première, c'est quand on est à leur niveau, on peut manquer de confiance en soi. Comment vous leur diriez de dépasser ce manque de confiance pour réussir dans leur profession? Et la deuxième, c'est outre l'anglais, pour travailler au Japon, est-ce qu'il faut maîtriser le japonais?
Alors, la confiance en soi, c'est la base, mais elle vient avec le temps, elle vient avec l'expérience, avec l'expertise, elle vient des rencontres aussi, des rencontres qui vous donnent confiance en vous. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. Ce que j'appelle la beauté intérieure, c'est un peu la même chose. Donc, je travaille sur les points que le collaborateur ou la collaboratrice a en elle ou en lui, mais qu'il ne sait pas encore, et je développe ces points-là. Et j'essaie d'extraire cette matière des collaborateurs pour les rendre beaux, brillants, solaires. Et en fin de compte, ça revient à la même chose, c'est la confiance en soi, c'est que les gens arrivent à avoir confiance en eux. À partir de ce moment-là, c'est pas être prétentieux, c'est pas être machin, mais c'est au moins être sûr de soi et de ce qu'on peut faire, du potentiel que l'on a. Et ça, c'est essentiel. Donc, mais bon, ça vient avec le temps. Ça vient avec la répétition. On peut faire une action et puis la faire un peu de travers. Le tuteur doit être là, le mentor doit être là pour dire, bon, regarde, si tu fais ça comme ça, c'est mieux. Ah, ok, j'ai compris, j'enregistre. Et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Et à un moment donné, on peut challenger le chef de rang en disant, voilà, j'ai envoyé 2 carrés d'agneau en même temps. Est-ce que vous me laissez découper l'autre? Je t'avais dit de ne pas faire ça. Non, mais je sais faire grâce à vous, vous m'avez montré et je fais. Et en même temps, je prends confiance. Voilà, tout ça, ça permet de grandir. Et quand on a compris cette dynamique, on grandit vite et on grandit plus vite que les collègues. Et on se fait confier plus de tâches, des tâches importantes, ce qui permettent aussi de grandir, de prendre en responsabilité, en maturité. Donc, c'est vrai que la confiance en soi est essentielle, mais ça prend du temps. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas avoir de stress. Mais pour acquérir de la confiance en soi, il faut se mettre aussi en situation. C'est être volontaire, demander, poser des questions, se proposer et pas être en arrière, non participatif, etc. Donc voilà, ça j'ai répondu. L'anglais est essentiel. C'est vrai que si on va au Japon et qu'on ne parle pas japonais, les Japonais ne parlent pas très bien l'anglais, voire pas du tout. Mais voilà, on peut aussi communiquer avec des personnels de service en anglais qui, eux, peuvent traduire après aux clients en japonais. Ce qui donne, parce que souvent, les Français sont responsables des serveurs japonais dans des restaurants. Donc, le fait de passer par un Japonais qui parle anglais et japonais, qui va retraduire au client, ça redonne de l'importance au serveur japonais, puisque c'est sa langue, par rapport au client. Donc voilà, on n'est pas obligé de parler japonais pour aller au Japon. Moi, j'ai envoyé pas mal de garçons à moi. Ils ne parlent pas japonais et ils sont en place et ils parlent anglais. Et comme je vous dis, ils s'appuient sur les compétences locales pour se faire traduire si besoin était, etc. Donc voilà pour le japonais. Merci. C'est hyper intéressant tout ça en tout cas. On avait peut-être Denis, ta question de tout à l'heure qui était hyper intéressante et je pense que ça peut beaucoup intéresser les jeunes sur de notre Denis à nous du coup, mais sur votre relation peut-être vous avec les autres corps de métier que vous avez au Plaza, les cuisiniers, les pâtissiers, tous les autres aussi. Comment vous faites avec un peu tous ces métiers-là qui se réunissent, où je trouve peut-être vous avez un métier qui est un peu central au milieu de tout, où vous devez être au courant de tout aussi, ce qui peut être assez compliqué. Et comment vous faites pour gérer peut-être tout ça? Oui, alors ça c'est une vraie question qui demande une longue réponse. Moi, de par mon âge, mon statut, mon expérience, mon expertise et mon rôle que je joue dans ce projet, dans les anciens projets et dans ce projet, je suis au centre de ça. Et à un moment donné, moi j'ai eu un clash avec Alain Ducasse. Et dans ma tête, c'était soit je suis la bonne personne et vous me laissez faire, soit je ne suis plus la bonne personne et vous me le dites et je m'en vais. Donc, je suis arrivé au clash avec Alain Ducasse avec cette phrase-là parce que quand vous êtes face au client tout le temps, c'est vous qui avez la vérité parce qu'entre le message que la cuisine veut apporter au client, veut faire passer au client et la perception du client, il peut se passer des décalages. Et nous sommes là, nous sommes en fin de compte l'ambassadeur des clients. Donc, quand on revient en cuisine et qu'on exprime que ce plat-là, il est peut-être parfaitement parfait, mais il ne convient pas. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on nous a dit que ça ne marchait pas. Voilà, donc il faut le changer. Écoutez-moi. Si vous m'écoutez, vous écoutez les clients. Et donc, c'est vers là que je tends à aller. Mais pour autant, en face de nous, on a des jeunes chefs qui sont testostéronés, qui pensent être les maîtres du monde,
etc., etc., qui ont été remontés comme des coucous, qui ont souvent des salaires plus importants que nous, et ils pensent que celui qui parle le plus fort, c'est celui qui a raison. Et avec moi, ils sont mal tombés parce que moi, j'ai travaillé avec les plus grands, les plus costauds, les plus, etc. Et je sais leur parler, je sais jusqu'où aller, quitte à me mettre en colère. Mais quand je me mets en colère, c'est vraiment c'est une fois par an. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a plus un bruit en cuisine et ils ont beau être 25 en face de moi, ça ne change rien. Parce que moi, je suis très pragmatique, très factuel. Je suis que sur le résultat. Donc, tu peux dire tout ce que tu veux. Fais ce que je te dis parce que ce client-là, il va partir pas content. Il va écrire un courrier. On va être obligé de rentrer en communication avec lui et le faire revenir et l'inviter. Donc, tout ça, on l'a déjà vécu 100 fois. Donc, écoute-moi, refais-moi le plat, fais ce qu'il veut, ne cherche pas à comprendre. Voilà. Donc, il faut vraiment que la cuisine écoute la salle. Et il faut vraiment que la salle connaisse aussi le métier de la cuisine, que pour lever des coquillages, ça prend du temps, qu'on peut se couper. Voilà. Il y a beaucoup de contraintes et ça se fait pas, tout ne se fait pas à la seconde près, etc. Voilà. Il faut réussir à trouver des compromis. Et moi, le mot qui devrait résumer tout ça, c'est cette parfaite harmonie. Hein. Le yin et le yang, le blanc et le noir. La cuisine, c'est le blanc, la salle, c'est le noir. Avec le point blanc et le point noir, c'est la connaissance du métier de l'autre. Les deux formes sont de formes identiques et elles sont interdépendantes et elles sont harmonie. Donc, si on essaye d'avoir plus de blanc que de noir ou des formes différentes, on casse cette harmonie, on casse ce cercle, on casse ce rond qui est la parfaite harmonie. Donc, quand on a cette image du yin et du yang à l'esprit, il faut que chacun reste à sa place, que chacun ait la connaissance du métier de l'autre et des contraintes de l'autre, et ne jamais rompre l'harmonie. Et je pense que le mot idéal, c'est de tendre à la complicité. La complicité avec ses clients dans la relation de service et de tendre à la complicité avec le chef, c'est de dire que, chef, je te regarde, je n'ai même pas besoin de parler, tu as compris à mon visage ce qui se passait dans le restaurant et que je venais avec une problématique ou alors que je venais avec une énergie où je te demandais de ralentir le service, ça allait trop vite, ou que j'avais un problème, s'il te plaît, écoute-moi, etc., etc. Donc, tendre à la complicité, parce qu'en fin de compte, la salle, le service est là pour mettre en avant la cuisine, ou du moins l'accompagner et raconter l'histoire du chef. Mais le chef, il veut prendre avantage sur la salle, et donc il est parfois maladroit, voire très souvent maladroit, voire autoritaire, voire malveillant ou maltraitant, en vous donnant la nourriture du personnel qui n'est pas à la hauteur, en vous faisant des crasses, en vous faisant porter des choses lourdes, chaudes, etc. Ça peut arriver. En vous insultant, etc., etc. Donc, on a tout vu, hein. On a tout vu de partout, de tout niveau. Donc, dans ces cas-là, il faut se reconcentrer sur soi-même, ne pas rentrer dans ce jeu-là, être dans une espèce d'indifférence sans être indifférent. Mais si on vous crie dessus, il faut rester neutre, ne pas rentrer dans ce jeu, je te mets une claque, je t'en rends une, etc. Parce que souvent, que ce soit les clients, que ce soit le chef, quand il me parle, alors je ne parle pas de moi, mais quand il parle à mes chefs de rang, à mes maîtres d'hôtel, il parle au maître d'hôtel. Il ne parle pas à la personne qui habite le costume de maître d'hôtel. Moi, si un client me claque les doigts, moi, ça ne me dérange pas parce qu'il ne claque pas des doigts pour appeler Denis Courtiade. Il claque des doigts parce que culturellement, il a l'impression qu'il va appeler le serveur que je suis. Voilà. Et quand il siffle pas Denis Courtiade, il siffle la personne de service que je représente. Donc, il faut, dans son ADN, se programmer cette protection, ce filtre, et ne pas prendre ça pour personnellement. Parce que vous avez des pays comme la Chine ou l'Amérique du Sud ou l'Afrique. L'homme de service est un servant, est un homme à tout faire et socialement, on n'existe presque pas. Et donc, dans ces pays-là, les servants, ils peuvent être sifflés, claquer des doigts ou maltraités. Et quand ces gens-là viennent dans un restaurant, ils n'ont pas la culture de se dire ici, on a un personnel formé, noble, etc. Et ils peuvent avoir des comportements comme ça. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il faut arriver à être une et seule même personne. Denis Courtiade, l'homme de service que vous voyez, mais à la fois, je suis l'homme de service et Denis Courtiade. Donc, ça permet de se protéger de beaucoup de situations
dans le rapport avec la cuisine. Souvent, le chef peut être virulent à des moments quand le service ça devient très très chaud. Donc, il s'adresse au maître d'hôtel qui est en face de lui, mais à la fin du service, c'est mon Denis Courtiette qui va voir le chef. Et je lui dis, Romain, ou je ne sais qui, tu ne peux pas me parler comme ça, parce que je t'explique ce qui se passe et ce qui va se passer. Voilà. Et là, je parle d'homme à homme, avec intelligence. Alors, je ne sais pas si vous comprenez c'est assez philosophique tout ça, mais c'est un métier, on est en direct live, je dirais, les choses arrivent, et souvent elles arrivent pas forcément comme on l'a prévu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on fait de la rébellion, on baisse les bras, on part en pleurant, on balance le truc par terre. Non, il faut être beaucoup plus intelligent parce qu'on a élevé le débat, on est sur le résultat final, parce que derrière tout ça, il y a un client qui peut attendre quelque chose. Et ben, on élève le débat et on se protège et on fait ce qu'il y a à faire à l'instant T. Et puis après, quand tout redevient normal, on va régler les problèmes, on va régler et voilà, donc c'est un peu comme ça entre la salle et la cuisine, c'est un peu comme ça entre la réception et la conciergerie, c'est un peu comme ça entre la réception et les gouvernantes, parce que la réception, ils ont prévu de donner la chambre 26, mais elle n'est pas faite. La gouvernante, elle dit elle n'est pas faite parce qu'elle n'est pas faite, etc. Donc, on a des métiers transverses. On essaye de faire travailler les uns avec les autres, mais chacun a ses contraintes. Et donc c'est pas simple. Oui, c'est intéressant parce que justement, on parlait avant que vous arriviez du fait que certains avaient pu être en contact avec des clients où c'était un peu difficile. Peut-être voilà, qui ont des comportements ou des caractères qui sont un peu comme ça, et votre vision du coup que vous apportez dessus est hyper intéressante. Voilà, parce que c'est mécanique. C'est mécanique, et donc faut se protéger de ça par une mécanique. Donc de protection, de filtre. Après, vous avez des pervers, hein, vous avez des gens qui sont vicelards, hein. Vous avez des gens qui sont sur une hiérarchie au-dessus de vous, mais qui n'ont pas les compétences. Souvent, le gars, il est là depuis 20 ans, allez, on va lui donner sa promotion. Et puis on lui donne une promotion, et puis à un moment donné, il devient responsable. Et vous avez un petit jeune de 25 ans qui a plus de compétences que le gars qui est là depuis 30 ans. Parce que lui, il n'a pas les compétences, il a le titre, mais il est monté par l'ancienneté. Et donc, mécaniquement, c'est sûr que le vieux nanar, il ne va pas laisser le jeune talentueux lui piquer sa place. Donc, il va mener des actions de sabotage. Et donc, voilà, il faut se protéger de ça. Parce que les jeunes, alors voilà, et à la finalité, les jeunes remplacent les vieux. Soyez factuels, les jeunes remplacent les vieux. Moi, je l'ai compris. Donc, je m'intéresse aux jeunes aussi. Parce que j'apprends de vous, et plus je vous connais, plus je peux garder un temps d'avance sur vous et je peux exister, voilà, et être contemporain. Et les jeunes remplacent les vieux. Donc, vous savez très bien que si vous avez un vieux nanar qui vous embête, son temps est déjà compté parce que vous êtes la relève. Et voilà, donc ne devenez pas comme lui, ne soyez pas impacté par ce qui se passe. Ou alors, si vous l'êtes, parlez-en. Parlez-en à votre enseignant, parlez-en à vos parents, parlez-en à vos amis. Le fait d'en parler, ça va... Parce qu'on peut après recouper les avis des uns et des autres et prendre du recul par rapport à tout ça, parce que vous avez 40 ans à travailler, vous avez une carrière de 40 à 45 ans, donc vous avez énormément de temps. Donc une carrière, ça se construit, et moi je trouve qu'une carrière doit être endurante. Et tout à l'heure, on parlait des échecs. S'il n'y a pas d'échecs, c'est normal, parce qu'on a réfléchi, on a voulu une carrière endurante, donc on l'a bien construite. Et voilà, il ne faut pas être... moi, j'ai la chance d'avoir été à 25 ans... j'avais atteint mes objectifs à 25 ans, en numéro 2 au Louis XV à Monaco. J'avais déjà un poste à responsabilité. Et alors après, qu'est-ce que je fais avec ça? Quand Michalak, il est champion du monde de pâtisserie à 30 ans, il me dit, ouais, mais alors, qu'est-ce qui se passe après? Après, ça peut que redescendre. Donc 30 ans, il te reste encore 30 ans à bosser. On t'attend, t'es arrivé là, tu peux que redescendre. Donc tu cours après ça, et il faut mener beaucoup d'actions pour essayer de ne pas décrocher. Et puis, Mais super, c'est vrai, hein, de toute façon, comme quand on dit qu'une fois qu'on est allé sur l'espace, de toute manière. Il va aller sur Mars. Après, voilà, c'est ça. Il va aller sur Mars, non, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai. Et alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions. Est-ce que ça vous fait penser à des choses, là, ce que vous dit Denis, peut-être des choses qui vous sont arrivées aussi également. Vous pouvez tout à fait vous poser des questions comme ça. Moi, j'ai noté quelques petites questions sur ce qu'on s'était dit aussi un peu tout à l'heure. Vous parliez aussi de votre concours. Peut-être
comment vous avez pensé à vous inscrire à ce concours? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous conseillez de faire? Comment vous l'avez travaillé un peu? Parce que finalement, vous aviez peut-être pas énormément d'expérience au moment où vous êtes arrivé au concours. Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Est-ce que la pression, ça va? Ça se gère aussi? Peut-être un petit truc sur ce moment-là. Et leur redire peut-être à quel âge vous l'avez fait aussi. Ça peut aussi les aider, les aiguiller un peu. Bah, j'avais 24 ans, 25 ans. En fin de compte, je n'étais pas préparé. Je pense qu'il manquait de candidats. Donc, mon directeur m'a dit bah, tiens, j'étais sollicité, donc tu vas y aller. Donc, il avait repéré dans sa brigade quelqu'un qui pouvait au moins participer. Donc, j'ai mis une semaine à. Moi, je ne voulais pas le faire. Hein. Je dis oh là là, vous êtes fous ou quoi? J'ai mis une semaine à reprendre mon Larousse gastronomique. Vous savez, les gros Larousse gastronomiques, là. Enfin, je ne sais pas comment je fais des gestes. Un gros Larousse comme ça, là. Et j'ai fait page par page avec un petit répertoire, vous savez, avec les lettres A, B, C, D, E, F, G. Et dès que j'avais un mot qui m'interpellait, mais je ne savais plus ce que ça voulait dire, ben, je le marquais. Et pendant le service, quand j'avais des temps creux, je reprenais mon petit carnet et puis je ressortais les mots comme ça, je les relisais, etc. Donc c'était ma seule préparation. Et j'ai plus trop de souvenirs de la demi-finale. Mais la finale, c'était dans une salle, il y avait 120 couverts, on avait une table de 6 à s'occuper, on avait un commis pour 2 tables. Ce que je me rappelle, c'est que j'ai eu un poisson, le bar, pour 6 personnes à découper, donc vous voyez un peu la taille du poisson. Un gigot d'agneau pour 6 personnes à préparer, le fromage, après des crêpes Suzette pour 6. Et à un moment donné, je me dis, bon, bah, de toute façon, ce que je fais, c'est pas terrible. Hein. Je fais un truc, mais c'est pas terrible, il y a trop de monde, trop de bruit, pas dans les bonnes conditions. Donc je me dis, allez, je vais péter un coup et je vais me détendre. Hein. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'est que je suis sorti du concours et j'ai fait du Denis. Voilà, j'étais moi-même. Donc à un moment donné, j'ai failli faire tomber des couverts, je les ai rattrapés, j'ai souri, voilà, j'ai fait qui j'étais et c'est ça, je pense que c'est ça qui est passé. Et maintenant que je suis dans les institutions MAF, MOF, Coupe Georges Baptiste, Trophée Maître d'Hôtel, la problématique, c'est que souvent les concours sont faits pour piéger un peu les candidats. Donc, comment vous faites pour découper une volaille pour 5 personnes, etc., etc. Donc, moi, je trouve pas ça cool, au contraire. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire avec le Trophée Maître d'Hôtel, c'est de justement de dire aux candidats, on va vous faire découper un lapin entier, parce qu'on trouve ça rigolo et que ça ne se voit pas. Mais pour ça, on va nous le faire, on va se filmer en vidéo, on va vous envoyer la vidéo et c'est une façon de le faire. Donc entraînez-vous, on vous donne des budgets pour acheter des lapins, pour vous entraîner. Et le jour J, vous nous ferez voir votre façon de faire à vous. On emmène les candidats voir des fabricants de pain pour qu'ils s'intéressent à la fabrication du pain, à des torréfacteurs de café. Donc on les forme aussi en amont du concours, donc on les forme. Et le jour J, on sait très bien que le candidat, qui est pour nous pas un candidat, qui est presque dans l'exercice de ses fonctions, et accessoirement c'est un concours, et nous on est comme des clients assis à table et on sait l'évaluer comme dans un restaurant. Voilà. Nous on est plutôt sur cette bienveillance-là. Mais hélas, tous les concours ne sont pas comme ça, les concours sont faits souvent pour piéger. Et on vous pose des questions sur l'Académie française, combien sont les académiciens, qui a créé l'Académie française, quel est le surnom des académiciens, citez-moi 4 académiciens. Et à la finalité, vous apercevez que sur 50 candidats, la meilleure note peut être 60, et il n'y en a que 3 qui ont au-dessus de la moyenne sur 50 candidats. Donc il y a 47 candidats qui n'ont pas la moyenne. Et la meilleure note sur 60, c'est 34, après 32, 31. Donc quand je vois ça dans un concours hautement pointu, étant à la correction de ça, je me dis, mais à quoi bon? À quoi bon faire ce genre de questionnement à des jeunes maîtres d'hôtel sur ce genre de thématique? Donc, à part pour coincer les gens. Donc, voilà. Et à la finalité de cette question, je pense que de faire un concours une fois dans un parcours professionnel est intéressant parce que on est chef de rang, on est maître d'hôtel, on est dans son univers, on maîtrise un peu tout. Et le concours permet de se mettre en perspective aussi, de se concurrencer un peu avec les autres et surtout de se faire remarquer aussi parce que les concours, il y a des jurys, il y a des médias, il y a des résultats et pour peu qu'on ait un bon résultat et qu'on gagne le concours, on va être repéré par d'autres personnes
Et le concours est formateur aussi, on apprend des choses. Donc voilà, c'est pas devenir une bête à concours et d'enchaîner les médailles comme un général de l'armée russe, parce que ça aussi, on les connaît tous, hein, ceux qui ont 15 médailles et qui servent à rien. Mais un concours une fois par à minima sur un parcours professionnel, je trouve que c'est intéressant. Oui, c'est enrichissant aussi pour, peut-être comme vous disiez, pour l'expérience du concours, voir ce que ça donne, se mettre dans ce genre de situation, peut-être un peu de stress et voir comment on s'en sort et apprendre de ses propres réactions à soi. Ça peut être hyper intéressant. Il y a Sacha. Pardon. Souvent, il y a des techniques qu'on apprend dans les écoles hôtelières. Mais la technique, une fois on se l'est appropriée, bah souvent il faut aussi savoir la moderniser, l'adapter au lieu dans lequel on travaille. Vous savez, si je travaille dans une brasserie, que j'ai 200 couverts à m'occuper, bah, la côte de bœuf, je mets 3 coups de couteau et je laisse l'os et ça passe. Et pas aller dans le côté trop complexifié, trop gastronomique, où j'en fais la côte de bœuf, je fais 40 tranches et je fais du papier à cigarette. Non, voilà, il faut savoir ce qu'on doit faire, maîtriser la technique et après l'adapter à son environnement, à son entreprise. Et par contre, il faut toujours savoir aussi justifier pourquoi je l'ai fait comme ça, je l'ai justifié. Est-ce que moi j'ai dit tout de suite à Jean Imbert, je t'explique Jean Imbert, on va remettre des découpages, des préparations dans le restaurant, mais je te dis sincèrement, si j'ai une table de 4 et que les 4 prennent du canard, je ne vais pas découper 4 canards en salle parce que je ne vais pas faire du bon travail. Je le sais. Donc si j'ai 2 poulets, je sais faire, 3 poulets, je ne sais pas faire. Donc tu me feras les 4 canards à l'assiette et c'est dans ton intérêt. Mais je justifie, vous voyez, je dis, tu ne vas pas m'envoyer des découpages à toutes les tables et à tous les clients parce qu'on ne sait pas faire. Donc moi, je sais te dire, on ne sait pas faire. Dans l'intérêt. C'est important aussi. Voilà. Mais ça prend du temps et puis il faut avoir un bon leader au-dessus qui a cette vision-là et qui a cette autorité aussi, qui a cette objectivité parce que vous avez des managers qui disent oui à tout parce qu'ils ont tellement peur pour leur place que comme ce n'est pas eux qui vont découper, bah voilà, donc ça ne sert à rien de mettre les gens en danger, de mettre le personnel en danger, etc. Donc, c'est ça que je veux dire. Il y a Sacha qui marquait dans le chat tout à l'heure qu'avant de commencer un service, elle s'écrivait un petit récapitulatif de ce qu'elle avait à faire et qu'une fois qu'elle avait fini une action, elle l'a barrée. Elle voulait savoir si c'était une bonne chose, peut-être si c'était une bonne manière de fonctionner. D'écrire et après barrer ? Oui. Bah, je crois que c'est mémotechnique, non ? Je crois que quand on a quelque chose à dire, il vaut mieux l'écrire avant de le dire peut-être. Le fait d'écrire, ça permet au cerveau de voir les séquences, de comprendre les mots, de l'enregistrer surtout. Je pense que ça marche bien comme ça. Donc d'écrire ce qu'elle a à faire et après de le barrer. Et je dirais en même temps, ça me fait penser à quelque chose que je pourrais rajouter sur mon second livre. Le fait de se barrer à soi un mot qu'on a écrit, ça veut dire que je l'ai écrit pour l'apprendre et le retenir. Et si je le barre, je fais un pacte avec moi-même. Je barre le mot parce que je l'ai appris. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, dans la tête, ça me fait penser à d'autres choses que j'ai écrites dans mon livre. C'est une façon d'apprendre, je pense. Ouais, super. Est-ce que c'était ta question, Sacha ? Est-ce que c'est bon ? Super. Ok, c'est cool. Pour les autres, du coup, est-ce que vous avez des petites choses à demander encore à Denis, des petites interrogations que vous avez eues pendant qu'il était en train de parler, des choses où vous aimeriez des précisions, des curiosités par rapport à votre parcours à vous aussi, où vous aimeriez avoir son avis et son œil de professionnel sur peut-être des questionnements que vous avez ? Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous laisser répondre après. Ce que je vous propose, c'est que c'est, comme je fais à chaque fois, c'est pas juste one shot, c'est pas on se voit et puis on se voit plus. C'est vous allez avoir mes coordonnées, donc vous allez me contacter par email ou par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, demain, dans 6 mois. Et si vous avez une question à me poser sur un truc que je fais que vous ne comprenez pas, si vous avez une situation, qu'est-ce que je dois faire, n'hésitez pas, d'accord ? Et vous allez voir, je réponds très rapidement. Comme ça, je me débarrasse de vous et je passe à autre chose. Mais je réponds. Et donc, si vous ne voulez pas parler en public, ou voilà, n'hésitez pas. On aura d'autres occasions de compléter cette session d'aujourd'hui. C'est très, très gentil en tout cas. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas, il vous le propose. Et je confirme, Denis répond super vite aux messages. Donc
Donc, comme ça, il peut barrer le fait qu'il l'ait fait sur la liste. Donc, effectivement. Et vous avez de la chance si vous avez rencontré Angelo Musa et si vous avez parlé à Christophe Moret, je ne sais pas si c'est fait encore ou si c'est avec vous. Non, Mais, c'est avec les pâtisseries, du coup, ceux qui sont avec Angelo. Mais Angelo, ouais, humainement, c'est de la crème. Hein, et Christophe Moret, bah, c'est un poteau, c'est un cuisinier, mais un peu à l'ancienne, un peu. C'est un vrai cuisinier, c'est-à-dire que voilà, humainement, il est génial. Et quand un client ne trouvait pas son bonheur sur la carte, bah, il poussait tout le monde de la cuisine, il disait laissez-moi faire, et puis il cuisinait pour un client. Et il faisait des choses incroyables et on sentait que son âme était vraiment dédiée à la cuisine. Donc je ne sais pas si vous allez le rencontrer, mais comme j'ai vu qu'il était sur les programmes. Peut-être une prochaine fois. Je pense que cette fois-ci, non, il est juste avec les cuisines, lui. Oui. Mais effectivement, peut-être une prochaine fois. Je pense que de toute façon, ça peut être hyper intéressant, même si ce n'est pas votre cœur de métier, vraiment. Ça peut être hyper intéressant pour vous de le voir. Je pense que même vos mots aussi ont pu beaucoup aider Sacha qui hésite peut-être à partir en filière pâtisserie. Et je pense que comme ça l'a fait un peu réfléchir elle aussi sur son parcours, ce qu'elle aime faire, ce qu'elle n'aimerait pas faire. Pourquoi pas aussi changer de filière également, mais en intégrant un peu tout ce que vous avez dit. Donc, c'est vraiment chouette. L'avantage d'être en service, c'est qu'on touche aussi à la pâtisserie. Ce qui n'est pas vrai, le sens inverse. Le pâtissier, il est dans son laboratoire, en sous-sol, sans fenêtre. Ça, je l'ai fait peur. Il essaye de te convaincre, Sacha, pour que tu restes. Il faut aimer la relation client, il faut aimer apporter quelque chose à quelqu'un et puis voir son visage sourire et avoir aimé aussi d'avoir recevoir des compliments et dans l'empathie, etc. Donc voilà, on n'est pas que des producteurs, on ne fait pas 50 kg de farine, 50 kg de sucre, etc. Donc bon, c'est une autre démarche. Hein, oui. Il y a Kylian, du coup, qui a une question. Oublie pas le micro, Kylian. Oui, ce serait juste pour les stages. Du coup, est-ce que, on en avait parlé un peu tout à l'heure dans nos régions, est-ce que vous avez des contacts un peu autour? Tu m'envoies ta demande et avec ton CV, là, ce que tu souhaites et les périodes. Ce qui peut être bien aussi, c'est que tu joignes une convention de stage, même si elle est vierge, hein, si c'est la convention de stage de l'année précédente, parce qu'il y a convention et convention. Il y a des conventions où ça coûte à l'entreprise la même chose que s'ils engageaient un vrai professionnel, donc elles ne sont pas toutes acceptées. Et voilà, la durée en général, les entreprises, elles aiment bien quand ça dure un peu de temps, parce que si ça dure 2 semaines, tu formes quelqu'un pour 2 semaines et puis qu'il s'en va, bon. Oui. Mais Pareil pour les vacances, ce serait plus simple par exemple pour les vacances d'été, que vous me conseillez quelque chose ou un truc comme les ça. vacances d'été, il faut viser le sud de la France. Donc là, moi j'ai tous mes réseaux à Monaco, Nice, Cannes, etc. Donc, d'accord. et je pensais à un truc aussi. Moi, je réouvre en décembre. Il manque du personnel. Donc, si dans vos réseaux, vous avez des jeunes collaborateurs ou collaboratrices qui veulent intégrer le projet Jean Imbert au Plaza Athénée, donc on ouvre les recrutements au lundi 29 novembre, donc au cas où, pour les métiers du service. Super. D'accord. Donc, si vous avez des jeunes ou des réseaux, si vous voulez l'afficher quelque part à l'envol, etc. On fera passer le message aux élèves en service, du coup, c'est hyper gentil. Donc, je note au 29 novembre pour l'ouverture du recrutement. C'est top. Voilà. Ouverture le 29 novembre pour des testings début décembre et certainement une officialisation d'ouverture début janvier pour la clientèle. Okay. On a encore du temps, mais à la fois le temps passe vite et comme le marché est tendu en ce moment. Donc, voilà. Mais ce n'est pas pour des stages ou des alternances, c'est pour des gens qui intégreraient l'équipe. Apprentis, commis sommeliers, voilà, les jeunes talents, les nouvelles générations. Super. Mais c'est noté. Peut-être pour finir, peut-être une question un peu bateau, et puis du coup, pas sur votre nouvelle vie depuis que Alain Ducasse est parti, mais peut-être sur un peu une routine de vos journées. Est-ce que ça vous embêterait de nous décrire un peu comment se passe une journée pour vous, une journée lambda peut-être, même si je pense qu'il n'y en a pas, c'est ce que j'ai cru comprendre de ce que les jeunes m'ont expliqué tout à l'heure, mais peut-être un petit déroulé d'une journée, vos horaires, comment ça se passe, ce que vous faites en général. Voilà, un petit résumé peut-être d'une journée un peu type. Oui. Alors, je vais remonter le temps de façon chronologique. Actuellement, il y a des gros coups de speed et des grands coups de mou. Exemple, hier, il fallait tout de suite, les uniformes, alors les nouveaux uniformes, les nouveaux couverts, les devis, les trucs, les machins, etc. Parce que tout doit partir à la signature pour valider toutes les séquences. Donc, il y a eu un gros coup de speed. Donc, depuis un certain temps,
j'y vais le matin, je passe un peu la journée là-bas. Alors, je ne mange pas le midi exprès parce que je suis en train de me préparer pour la reprise. J'ai envie vraiment d'être beau, maigre, affûté. Mais sincèrement, hein, vous savez, les gens vous regardent. Hein. Moi, j'ai pris des cheveux blancs avec l'époque Naturalité en 2014. Les gens, ils vous voient vieillir, ils vous voient vous fatiguer, machin. Et là, il y a un nouveau projet, un chef qui a 40 ans, une nouvelle énergie. Donc, sportivement, je me dois d'être affûté. Donc, j'ai commencé alors, c'est facile de grossir, mais alors de maigrir, oh là là, qu'est-ce que c'est chiant, ça prend du temps. Je commence à comprendre comment ça fonctionne. Donc, je me dis, si je ne mange pas le midi, si je ne mange pas le matin, au moins, le fait de ne pas manger, bon. Donc, voilà, le soir, je suis chez moi. Hier soir, je suis rentré à 19h45, mais j'aurais pu rentrer avant, mais hier, c'était une journée compliquée. Sinon, toutes les étapes d'avant, il y a eu le Covid. J'ai eu la chance de ne pas travailler pendant presque un an. Et d'être payé à 100%, c'est ce que je voulais dire. Et donc, j'ai eu cette chance-là. Donc, j'ai fait beaucoup de choses en distanciel avec les webinaires, j'ai fait des travaux d'écriture sur le second livre, etc. Et sinon, dans une journée classique versus Alain Ducasse, mon restaurant n'est pas ouvert tous les déjeuners, mais moi, j'y allais le matin quand même, parce que le matin, il faut préparer le soir et il faut finir la journée d'avant et préparer la journée d'après, enfin le jour même. J'y allais vers 10h, 10h, 12h, 13h, 14h. Je rentrais chez moi, je déjeunais à 14h, je faisais une sieste d'1 heure et vers 18h, je repartais au travail. 18h, 18h30, je mets 10 minutes pour aller au travail et il me faut à peu près 45 minutes pour me mettre dans le bain, voilà, pour être prêt intellectuellement à commencer à me dire bon, il y a des clients qui vont arriver, bon, il va falloir que je me mette en forme, bon. Et en fin de compte, 19h30, on ouvre les portes du restaurant et au début, j'ai un peu de mal. Et puis en fin de compte, le fait d'avoir fait la sieste l'après-midi, je monte en puissance crescendo et vers la moitié du service, quand c'est lancé, qu'il n'y a pas de danger, je remonte au bureau, je redescends, je remonte, je redescends, je remonte. Et je ferme le restaurant ou je ne le ferme pas, je le fais fermer par mon assistant. Et je rentre chez moi, il est minuit, minuit et demi, 1h du matin. Et là, je dîne. Là, c'est le bon moment, tout le monde dort, je dîne. Je m'abrutis avec la télévision, un match de foot enregistré et que je regarde en accéléré. Et je vais me coucher vers 2h du matin quand la machine, elle s'est vraiment ralentie, le cerveau a ralenti de tourner. Et voilà, donc je dors, allez, on va dire 6-7 heures. Mais on s'aperçoit que... Alors là, je suis coincé parce que je dors beaucoup moins parce que hier, j'ai fait ma commande d'argenterie Christophe et j'ai oublié le couteau à pain qu'on met sur l'assiette à pain. Donc j'ai réduit les volumes, mais j'ai oublié ce couteau-là et à 4h30 du matin, j'ai refait ma commande dans ma tête et je dis « Ah merde, j'ai oublié le couteau à pain ». Donc voilà, je l'ai rajouté. Donc voilà. Et bon, voilà. Kylian, tu as ta main levée, du coup, je ne sais pas si c'était de tout à l'heure ou si tu avais une nouvelle question. Non, c'est vous. Non, merci, c'est bon, c'est de tout à l'heure. Et donc après le week-end, il faut s'arrêter. Donc je marche beaucoup. Dans une vie normale, tous les 15 jours, on va jouer au football. On fait de l'urban soccer, là, 5 contre 5. Les petits terrains, donc c'est bien. Et on fait ça avec les collègues. Donc ça crée aussi un esprit d'équipe. Ou alors je fais du VTT, etc. Mais il faut que je marche. Il faut que je vide ma tête. Et il faut que je marche, que je sois seul avec moi-même pendant 2 heures. Voilà. Il faut que j'ai une bonne fatigue. Quand je reviens du travail, j'ai une fatigue, un peu d'usure. Mais ce n'est pas une vraie fatigue. La vraie fatigue, c'est quand on fait une activité sportive où là, on vide tout, le cerveau, le corps, etc. Et là, on se dit, oh là, je suis vraiment fatigué. Mais ça fait vraiment du bien. C'est un bon conseil, ça. Il faut savoir s'écouter. Non, mais c'est vraiment super conseil pour eux, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes états de fatigue, en tout cas, qu'on peut ressentir à chaque fois. Et donc, effectivement... on s'aperçoit qu'on a énormément de temps dans une journée de 24 heures. Hein. C'est fou le nombre de choses qu'on peut faire quand on a des choses à faire et qu'elles nous plaisent. J'ai des choses à faire qui me plaisent vraiment. Oh là là, j'ai énormément de temps pour ça. Et là, on s'aperçoit que le temps passe très très vite dans ces cas-là. Donc voilà, il faut maîtriser le temps. Et des choses qui nous prenaient 5 heures à faire, il faut dire, non, je n'accorde que 2 heures. Maintenant, je ne peux plus accorder 2 heures, j'accorde encore 30 minutes.
et on réduit un petit peu tous les processus pour être toujours le même, mais garder cette efficacité, mais ne plus s'éparpiller ou perdre du temps. Voilà. Et du coup, vous me confirmez que même en faisant un travail comme ça, avec des horaires un peu décalés des gens, on peut avoir une vie privée et se créer une petite famille aussi, c'est possible et tout est faisable en tout cas. Exactement. À partir du moment où vous êtes amoureux, bah, vous êtes amoureux, peu importe ce que vous faites. Et si c'est réciproque, bah, ça peut durer très 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 longtemps. J'ai 3 enfants, voilà. Donc bon. Super. Bon, alors, si vous avez une dernière petite question, n'hésitez pas, allez-y. Vous voulez peut-être remercier Denis en tout cas pour être venu. Denis, tu avais une question? Une conclusion, Denis? Ben non, merci à vous, merci de votre écoute. Beaucoup de matière, encore une fois, je parle beaucoup, hein, beaucoup de matière, donc laissez retomber un peu tout ça. J'ai un site internet personnel, allez voir un peu ce qui s'y trouve. Allez sur mes sites au service aussi, 3 Femelles d'Hôtel, il y a beaucoup de belles images, beaucoup de choses. Lisez mon livre, hein, je ne fais pas de la promotion, mais là, c'est la plus simple chose à faire de savoir vraiment. Faites-le lire à vos parents, tiens, ça c'est une bonne idée. Qui comprennent pourquoi vous avez choisi ce métier et qui peuvent être fiers de vous, mais ils ne le savent pas aujourd'hui, mais ils comprendront en lisant mon livre. Et puis voilà, donc croyez en vous-même. On parlait tout à l'heure de la confiance en soi, c'est important. Et faites confiance aussi à votre destin. Allez parler à votre destin. Pourquoi je suis en train de vous parler aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je suis en train de vous parler aujourd'hui, donc je parle à mon destin, c'est peut-être vous. Mais c'est comme ça, si vous restez dans votre chambre, dans votre coin, bah, il ne se passera rien. On ne viendra pas vous chercher, ça c'est sûr. Donc allez de l'avant et construisez quelque chose, construisez votre avenir, construisez-vous avec les autres et tout avancera tout seul. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Je vous remettrai de toute façon dans le mail du coup les coordonnées de Denis pour si jamais vous avez une question comme il vous l'a proposé et puis les petits liens vers votre site internet, Denis, le site de l'association, peut-être les références du livre, etc. Donc Bah, c'est voilà. ce que j'ai demandé. Et ça, les coordonnées, tout ça, vous nous mettrez où? Vous avez dit dans un mail? Oui, je vous les enverrai tous comme ça bien condensés avec peut-être toutes les infos que vous avez données également, Denis, Ok. sur tout le reste pour que vous puissiez aller voir. Soyez curieux, comme il vous l'a dit, et allez regarder. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser à nous. Si vous avez des doutes, comme Denis vous l'a dit, n'hésitez pas non plus à aller vers lui. Et voilà. Donc, bah, merci beaucoup. Pardon? Il y a un truc qui existe, je ne sais pas si tu sais, c'est un truc un peu, ça s'appelle les réseaux sociaux. Je plaisante. Je connais pas, moi. Tu veux Moi, chercher? je suis trop vieille. Je taquine. Hein. Bon, on se dit au revoir, on se dit bonne journée, bon week-end. Ouais, merci beaucoup. Un grand Bon merci. courage pour la fin de la Merci journée. beaucoup. À bientôt. Les autres, je vous dis à tout à l'heure. Il faut se Et voilà, reconnecter. c'est retour Il faut se 13h30 reconnecter sur le lien de la réunion de principale. ce matin. Ok, 13h30 sur la réunion de ce matin. Donc merci beaucoup à tous d'être Donc, tout de venus. suite, Merci il pour faut l'écoute. revenir là maintenant à la réunion principale. Avant Ah oui, la... bah, retournez-y alors. Je pense que Barry va vous dire. Est-ce que vous l'avez tous ou je vous mets le lien? Elle est dans le chat. Elle est dans le chat. C'est bon, il vous l'a mis Marie vous l'a mis. Vous avez tous cliqué? J'attends peut-être que vous y soyez. Est-ce que vous voyez tous le lien ou pas? Ouais. Ça va, Kylian? Tu vois le lien?